Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo politique. Donc la fois précédente, j'avais expliqué que j'étais royaliste, et donc j'avais expliqué pourquoi j'étais royaliste, peut-être un peu longuement, bref, je ne sais plus, ça fait déjà plusieurs mois, et donc il était temps quand même que je reprenne, que je refasse une autre vidéo, une nouvelle vidéo sur le sujet de la politique. Et donc, juste je coupe la musique, voilà, plus de sérieux. Et donc, j'espère qu'il ne vous a pas échappé que dimanche dernier, donc avant-hier, il y a eu les élections législatives. Qu'est-ce que je raconte moi? Les élections européennes. Donc, des élections qui pour élire les députés au Parlement européen, les députés français au Parlement européen, parce qu'il y a au Parlement européen, il n'y a pas que des députés français, il y a des députés de tous les pays membres de l'Union européenne. Et donc au sein de ce Parlement, donc qui compte normalement 750 membres environ, il y a à l'heure actuelle toujours 75 députés français. Donc dimanche on les a élus. Donc j'espère qu'il ne vous a pas échappé que à l'issue de ces élections, on a noté donc déjà pour commencer, premier point qui me semble particulièrement important, une abstention de presque 50%, une participation d'à peine 50% du coup, voilà. Et donc une victoire entre guillemets, parce que bon, voilà, la liste qui a fini en tête, en tout cas, c'est le Rassemblement National, juste devant, pas très long, à peine devant en fait la liste de la République en marche, donc de Macron. Le Rassemblement National étant la liste affiliée donc à Marine Le Pen, mais c'était pas elle qui était tête de liste. Voilà. Bref, on a vu donc en troisième position les écologistes, enfin l'Europe Écologie et Vert, voilà, etc. Et puis on voit la gauche après derrière, la droite également, enfin les Républicains, ex-UMP, qui se sont complètement ramassés, la gauche divisée qui, elle, pareil, fait moins de 7%, chaque liste moins de 7%, bref, voilà quoi. Et donc bon, bref. Donc j'espère qu'il ne vous a pas échappé tout ça. Et donc par rapport à mon engagement politique, à mes engagements politiques, ce qu'il en est donc de ces élections, personnellement donc j'ai voté pour la liste Alliance Royale, la liste royaliste. C'est un choix que j'assume, et pas seulement parce que je suis royaliste, mais pour moi c'est principalement parce que je suis royaliste. Mais j'aurais très bien pu voter pour une autre liste, tant que j'ai des amis aussi royalistes qui me disaient, en tout cas avant, jusque-là, qu'ils allaient voter pour une autre liste que l'Alliance Royale, qui est le seul parti politique royaliste et la seule liste royaliste présentée à ces élections. Voilà, important de noter. Donc moi j'ai voté pour l'Alliance Royale, parce que j'étais royaliste, mais par fidélité aussi à l'Alliance Royale, parce que j'ai toujours voté Alliance Royale à ces élections tant que je pouvais voter. Voilà, c'est-à-dire il y a eu 3 élections européennes auxquelles j'ai participé en mettant un bulletin dans l'urne, et donc à ces 3 élections j'ai voté Alliance Royale. Déjà. Pourquoi j'aurais pu voter donc une autre liste? Parce que bon, j'ai dit que des amis royalistes en fait, le projet de l'Alliance Royale
l'idée de l'Alliance royale, c'est ce que je pense aussi globalement, l'Alliance royale est dans cette mouvance qu'on appelle eurosceptique. Voilà. Mais attention, à savoir qu'est-ce que l'on dit, qu'est-ce qu'on veut dire derrière. Eurosceptique pour l'Alliance royale, et peut-être même aussi pour un certain nombre de partis eurosceptiques en France, et peut-être même aussi en Europe. Après, là, dans les autres pays, je ne sais pas exactement tout ce qu'ils pensent. Et donc, pour l'Alliance royale, être eurosceptique, c'est en fait vouloir d'une autre Europe. C'est vouloir d'une autre Europe. Alors, la question, c'est quelle Europe on veut. Pour savoir quelle Europe on veut, pour comprendre pourquoi on veut une autre Europe, en fait, il faut faire le constat de l'Europe actuelle, de ce qui se passe, des risques, et également, parce qu'il faut, il y a des risques, il faut en avoir conscience, et voilà, et savoir quelle vision on veut avoir, et savoir comment arriver à ce point-là. Donc, pour nous, la vision qu'on a, le constat que l'on fait de l'Europe, c'est pas juste dire que l'Europe, tous décide de l'Europe, et on nous impose des normes, ceci, cela, on nous impose des directives qui sont obscures, on sait pas ce que c'est, Parlement européen, il sert à rien, ce qui est pas faux d'ailleurs. Le Parlement européen, il a très peu de pouvoir, il fait que voter, il propose pas de directives d'ailleurs. La Commission européenne est composée de gens qui ne sont pas élus, qui sont nommés par le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil européen, ce sont les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays membres qui se réunissent et qui disent ce sera tel personnage qui sera président de la Commission, et qu'après tous les membres de la Commission, voilà, ce sera ceci, cela, mais le fait est que certes, ça d'accord, mais ces personnages qui sont nommés, en fait ils sont pas nommés, ils sont proposés pour composer la commission, et les noms qui sont proposés au Parlement européen, qui a la décision à un moment donné de dire oui, voilà, on accepte que ce soit ces gens-là qui soient à la Commission européenne. Et c'est la Commission européenne qui qui a seule l'initiative de ce qu'on appelle les directives. Bon, ça revient au texte de loi, aux lois en fait, les propositions de loi, hein. Et donc la seule initiative donc des directives, donc des propositions de loi qui sont votées ensuite par le Parlement européen, et par la suite qui doivent être adoptées dans tous les pays, par tous les pays membres de l'Union européenne. Voilà. Ensuite, il y a d'autres critiques. L'Europe, c'est une passoire. Voilà, il y a énormément après les questions des réfugiés, forcément. Hein, alors là, on est envahi de réfugiés et tout. Oh là 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 là, ça va être le grand remplacement, même carrément pour certains qui disent ça. Voilà. Et une théorie, on y croit pas. Enfin, à un moment donné, moi je pense qu'il faut aussi avoir un minimum de réflexion là-dessus, et d'objectivité. Voilà. Savoir raison garder également. Alors, il y a une réalité, enfin une réalité qui englobe plusieurs choses. D'une, effectivement, le Parlement européen a très peu de pouvoir. Je l'ai dit, il n'est là en gros que pour voter les directives qui sont émises par la Commission européenne, et par aussi le Conseil européen éventuellement aussi. Mais bon, bref, il n'y a que pour entériner ou dire non, non.
Non, ce sera pas ça. Voilà. Me dire oui, voilà. D'accord. Déjà d'une. Donc effectivement, en termes de démocratie, voilà, on n'est pas trop dedans. Même si nous, on élit les parlementaires européens, les députés européens, malheureusement, les députés européens, leur pouvoir est limité, très limité, et au final, c'est la Commission européenne et le Conseil européen qui dirigent l'Europe. Et alors, pour le coup, alors autant la Commission européenne, on peut très bien la critiquer, mais le Conseil européen, par contre, alors on peut mettre des critiques, mais par contre là, il y a beaucoup moins de critiques, parce que le Conseil européen, c'est quand même les représentants de tous les pays qui prennent les décisions à l'unanimité. Voilà. Et ça, c'est important, parce qu'on va y revenir. Donc ça c'est une chose. C'est pour ce qui est de la réalité institutionnelle de l'Europe. Et sachant qu'en plus, bon, il y a tous les lobbies qui peuvent faire pression sur les membres de la Commission, du Conseil européen également, et aussi des députés européens pour qu'il y ait l'adoption de telle ou telle directive, ou au contraire le refus, le rejet de ces directives. Après ça c'est encore autre chose, mais ça c'est quelque chose qu'on connaît aussi en France, hein, mais en Europe il est tout à fait possible que le poids des lobbies soit plus important encore. Sachant que les lobbies, c'est pas forcément des lobbies, c'est pas que des lobbies économiques, mais c'est des lobbies de toutes sortes, hein. Voilà. Il n'y a pas que des entreprises, hein, qui font pression, hein. Voilà. Pour dire les choses. Autre sujet qui est par rapport aux critiques, la question de l'immigration. La question de l'immigration, donc on a connu donc il y a quelques années une grave crise migratoire, avec du fait entre autres de la guerre en Syrie, mais aussi des effets de la guerre en Libye, intervention militaire en Libye, qui a permis effectivement d'ouvrir une voie supplémentaire, une voie migratoire supplémentaire, qui certes pouvait exister, mais là complètement, c'est d'un fait, hein. C'est un fait, voilà, la voie libyenne, la voie de migration libyenne, est clairement très très utilisée par les migrants. Après on peut voir en termes de chiffres, de variation, d'évolution, mais par rapport à l'avant intervention occidentale en Libye, c'est un peu quand même le jour et la nuit, hein. Voilà. Je ne justifie pas le régime libyen de Kadhafi. Je parle juste des migrations via ce pays-là. Voilà, c'est tout. Donc là, il y a des faits qui sont clairs. Après, il y a une réalité en termes d'accueil. Et en termes d'accueil en Europe, donc effectivement, donc là, le fait est que du fait de l'espace Schengen, qui fait que les frontières entre les pays membres de cet espace Schengen étant ouvertes, et bien dès lors que des migrants arrivent dans un pays qui est membre de cet espace Schengen, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas de l'Italie, entre autres, hein. Pour citer que cela, il y a l'Espagne également, hein. Et les migrants voilà, peuvent circuler après dans toute l'Europe, et c'est ce qui à un moment donné a posé des soucis, de graves soucis, puisque notamment on a vu des fermetures de frontières au sein de l'espace Schengen, notamment la Hongrie, l'Autriche, pour citer que cela. Il y a eu aussi
la Croatie, il me semble la Slovénie, puis on voit clairement depuis l'élection puis l'arrivée au pouvoir de ce nouveau gouvernement en Italie, les fermetures de frontières également en Italie, un arrêt de l'accueil des migrants, notamment des migrants venus de Libye, en tout cas d'Afrique du Nord. Donc là, il y a eu clairement une arrivée massive de migrants qui a posé de graves problèmes, bien sûr en Italie, mais aussi en Grèce. Et voilà, clairement, il y a eu quelque chose qui s'est posé. Mais voilà, ça c'est une des critiques que l'on peut faire à l'Europe. Pour ma part, moi je pense que la question des frontières européennes est plus importante que la question des frontières nationales, même si après il y a des frontières, enfin voilà, après ça c'est tout un débat. Et la question après il y a la question de l'accueil des migrants en France qui après c'est pareil, c'est tout un débat, mais c'est pas forcément un débat européo-centré. Voilà, on peut agir là-dessus dans notre propre pays. Donc ça, après, ça c'est un sujet pas forcément strictement européen, même si ça en fait partie du fait la situation des pays. Autre sujet là, qui me semble par contre plus important, plus intéressant, c'est la question socio-économique en fait de l'Europe. Et c'est là qu'en fait on voit si on se pose clairement sur chaque pays européen, chaque pays membre de l'Union européenne, on constate sans faire de grandes recherches, il suffit juste en fait de se poser sur le PIB par habitant de chaque pays membre, et on voit de nettes différences entre, par exemple, simplement, la Roumanie et la Bulgarie, et je sais pas, les pays scandinaves et l'Irlande. On voit ces deux espaces, et on voit une nette différence en termes de rien que de PIB. En fait, le PIB, on peut critiquer après le choix de cette référence, mais c'est quand même un élément qui est symptomatique d'une réalité, c'est-à-dire une différence socio-économique, parce que on a donc le PIB de la Roumanie, de la Bulgarie, qui est inférieur à 10 000 $ par habitant. En comparaison, donc soit l'Irlande ou les pays scandinaves, on est à plus de 40 000 $ par habitant. Ça veut pas dire que tous les gens ont cette somme-là. C'est le PIB national qui est rapporté au nombre d'habitants. Voilà. C'est la richesse nationale. Et donc ça, c'est un élément intéressant qui permet de voir que clairement il y a un déséquilibre au sein de l'Union européenne, un déséquilibre socio-économique. Alors économique du fait que clairement le PIB par habitant, c'est PIB, donc c'est la richesse nationale, donc clairement c'est clairement à voir avec l'économie. Donc il y a clairement des disparités économiques, de puissance économique, de richesse économique, mais c'est pas juste économique, c'est un déséquilibre socio-économique, parce que ça, on voit le PIB, mais le PIB par habitant, mais il faut aussi compléter, on peut compléter par le coût de la vie et le salaire moyen. Et le salaire moyen, en France, le salaire moyen, il est de l'ordre de
1500, 2000 euros par mois. Dans d'autres pays de l'Union Européenne, genre en Scandinavie par exemple, ou en Irlande éventuellement, ce salaire moyen peut être supérieur à plus de 2000 euros par mois, déjà. Alors on est déjà encore rien que par rapport à nous, hein, déjà, on est à un autre niveau. Et si on reprend donc ces deux pays de la Roumanie et de la Bulgarie, le salaire moyen doit être quoi, de 200 euros, 200, 300 euros par mois. Alors 200 euros, 300 euros par mois par rapport à nous, à 1500 euros par mois, par exemple, voire 2000 euros, bah là, vous voyez l'écart, hein, quand même. Alors ça n'a rien à voir. Alors si on prenait encore les pays d'Afrique, là ça serait encore pire, parce que le salaire moyen serait carrément de 3 euros par exemple, je sais pas, hein, 3 euros 3 euros par mois, 30 euros par mois peut-être, éventuellement. Mais voilà, on a des ordres d'idées comme ça. Et là on voit clairement les choses. Un élément symptomatique de l'actualité pour confirmer cette réalité du déséquilibre socio-économique en Europe, c'est la question des travailleurs détachés. Les travailleurs détachés, ça a posé des soucis. Alors, le principe des travailleurs détachés, c'est que un travailleur de n'importe quel pays de l'Union Européenne peut travailler dans un autre pays de l'Union Européenne en bénéficiant des avantages des avantages sociaux de son pays d'origine. Donc, en clair, bon, un travailleur français, travaille, je sais pas, en Pologne par exemple, bénéficierait donc des avantages sociaux qu'il est censé avoir en France, mais que là, il l'aurait en Pologne. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Un Polonais, imaginons même qu'un Roumain ou un Bulgare, et c'est le cas, hein, des Roumains et des Bulgares, qui travaillent en France éventuellement, mais peut être en Allemagne ou en Suède, hein, peu importe. Donc ils peuvent travailler dans ces pays-là, qui sont membres de l'Union Européenne, mais ils y travaillent en bénéficiant des avantages sociaux de leur pays d'origine. Et c'est là le souci, parce que le problème, c'est qu'ils arrivent dans un pays où le coût de la vie est largement plus important, 10 fois plus important que chez eux. Et avec le salaire qui se font normalement chez eux, ils se le font dans le pays d'origine, avec les avantages sociaux, je sais pas, toutes les cotisations, retraite ou je sais pas quoi, seulement qui cotisent au niveau de ce qu'ils cotisent dans leur pays d'origine. On voit, je sais pas si vous comprenez le souci là, le souci. Et clairement, ça pose des problèmes, toute cette question de ce déséquilibre socio-économique, parce qu'au final, contrairement en fait aux bonnes idées, aux bons vœux des partis traditionnels, on va dire, que ce soit les Républicains, l'UDI, les socialistes, la République en marche, même voilà, ils ont de bons vœux, des vœux pieux, ils veulent tous d'une certaine façon à un moment donné rééquilibrer un peu la balance, faire en sorte que à un moment donné, ça se rééquilibre un peu. Mais la crainte par rapport à la réalité également institutionnelle, c'est que ce déséquilibre se fasse vers le haut pour les uns, mais vers le bas pour les autres.
Vous imaginez le SMIC français, par exemple, passer de 1500 € brut, 10,03 € brut de l'heure, le redescendre en dessous de 10 € à 9 €, même ne serait-ce que 9,80 €, 9 € tout court. Oui. Je pense que personne ne le voudrait, personne ne l'accepterait. La seule possibilité, c'est pour équilibrer la balance, c'est de faire en sorte que tous ces pays qui sont en dessous de nous, nous rejoignent et montent, et sans que nous on descende, qui nous rejoignent. Sauf que la volonté politique, entre autres d'Emmanuel Macron, de la République en marche, pas seulement, mais entre autres, en l'occurrence c'est lui qui est président de la République française. Voilà. Et il a très bien, c'est très clair par rapport à lui. Il veut continuer l'intégration européenne et vraiment il veut une construction européenne qui soit en fait à marche forcée, clairement, à marche forcée, donc et forcer ce rééquilibrage. Donc malheureusement, le risque, encore une fois, ça ne peut être que soit un rééquilibrage vers le haut forcé qui à un moment donné contraint tous les pays à augmenter leurs minima sociaux, entre autres, leurs règles socio-économiques, de salaire, de cotisation retraite, je ne sais quoi, qui les mettent à notre niveau, ou même au niveau de ceux qui sont au-dessus de nous, que nous on n'est pas tout en haut, hein. Il y en a qui sont encore un peu plus élevés que nous, voilà. Ça c'est une réalité. Mais le problème c'est que c'est pas possible. Imaginez, on peut forcer les choses si on veut. Dans l'immédiat, hop, on peut effectivement faire ça. Mais le risque, c'est que toutes les entreprises qui déjà ont délocalisé leurs usines dans ces nouveaux pays membres de l'Union européenne, serait-ce que déjà la Pologne, la Hongrie, et pour reprendre la Roumanie aussi, ou l'Estonie, par exemple, pour diversifier un petit peu les pays, ça risque d'être après délocalisé hors d'Europe. Et là, c'est au détriment de tout le monde. Parce que ce qui était permis, ce qui facilitait les choses, d'une certaine façon, permettait à des pays nouvellement membres de l'Union européenne, du coup, de s'élever par des implantations d'industrie, ces pays-là, si ces industries partent, parce que les minima sociaux, les salaires deviennent beaucoup plus importants seraient multipliés par 5, ne serait-ce que par 5, même ne serait-ce que par 2 déjà, ne serait-ce que par 2 d'un coup, ça serait pas accepté. Et il y a beaucoup d'entreprises décideraient de partir, parce que ça leur coûterait moins cher de produire, ne serait-ce qu'en Turquie, par exemple, on reste pas loin, mais la Turquie, là par contre la Turquie, la Turquie, après ensuite, tiens, la Turquie, on va la faire rentrer dans l'Union européenne. Alors, sur le principe, il y a la Turquie, je dis pas qu'elle pourrait pas faire partie de l'Union européenne, mais voilà, à un moment donné, ça va accentuer encore un peu plus ce déséquilibre, et donc on ne résoudra pas de problème. C'est pour ça c'est pour moi, après pour l'Alliance royale en général, je ne dirais pas si c'est l'élément crucial. Mais pour moi, c'est la raison principale qui fait que si construction européenne il doit y avoir, elle doit se faire progressivement.
on peut pas la faire à marche forcée. Ça, c'est un fait. Je pense que c'est la raison, c'est parler objectivement que de dire ça, il me semble. Je pense que c'est savoir raison garder de dire ça. C'est pas avoir de doux rêves. Le rêve, d'accord, l'objectif, c'est que, mais pas que au sein de l'Union européenne, mais dans le monde entier, c'est que toutes les populations puissent bénéficier des mêmes avantages et puissent avoir les mêmes niveaux de vie que les populations les plus riches sur Terre, que les peuples les plus riches sur Terre. Et donc voilà, ça c'est l'objectif. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On peut pas ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Et c'est là tout le problème. C'est la raison pour laquelle en fait moi je suis plutôt donc eurosceptique. Mais eurosceptique, pas dans le sens où je ne voudrais pas d'Union européenne ou je ne croirais pas du tout à l'Union européenne. J'y crois à un moment donné. J'y crois. Tout de même. Mais j'y crois mais à long terme. À long terme. Et c'est ça qui est important. Être réaliste, c'est ça aussi. C'est aussi avoir une vision sur le long terme. C'est important. Hein. C'est important de dire ça. Parce que la politique actuelle, les hommes politiques actuels, leur problème en fait, c'est justement qu'ils n'ont pas de vision à long terme. Ils n'ont qu'une vision à court ou éventuellement moyen terme. Mais comme ça, on n'avance pas. On peut résoudre des problèmes immédiats, mais au final, on ne résout pas réellement les problèmes de fond. C'est là le problème. C'est là le souci. Et donc, ça vaut entre autres pour l'Europe et la construction européenne. La construction européenne ne peut se faire que sur le long terme. Voilà, que sur le temps long. Voilà, c'est clair. Donc si on renforce même les pouvoirs du Parlement européen, ce qui serait légitime, le Parlement européen, on va pouvoir faire passer des lois, donc des directives, qui vont permettre de faire un rééquilibrage de l'Union européenne vers le haut, et un rééquilibrage rapide, et donc au final un rééquilibrage à marche forcée. Mais c'est un rééquilibrage, malheureusement, ne sera au bénéfice de personne. Personne au sein de l'Union européenne. Mais à l'avantage de certains qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc ce sera au désavantage de tous, de l'Union européenne tout entière. Ça, c'est un fait. Alors, une fois que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on propose? J'ai parlé donc d'une construction européenne à long terme. En fait, dans l'immédiat, ce qu'il faudrait, réformer l'Europe. C'est l'idée maîtresse de l'Alliance royale, qui est un peu aussi le discours de certains partis politiques, notamment le Rassemblement national, qui avant voulait le sortir de l'Europe, mais c'est un peu ravisé, et puis maintenant son discours c'est plus qu'il faut réformer l'Europe. Voilà, ils sont plus là-dessus. Et moi je pense que c'est savoir raison garder que de dire qu'il faut au moins essayer, ça coûte rien d'essayer, si n'est éventuellement perdre un peu de temps, hein. Voilà, ça ne coûte rien d'essayer de réformer l'Europe de l'intérieur, et au cas où ça marche pas, bon, voilà, on sort de l'Europe et puis voilà, tant pis. Mais on peut pas rester dans cette Europe-là, cette Europe qui se construit à marche forcée, et qui ne sera forcément, qui n'aura que pour conséquence que d'être au détriment de tout le monde, de chacun. En tout cas, c'est clairement le risque, et c'est ça qu'il faut avoir conscience de ça, de ce risque-là. C'est pour moi, ça me paraît évident. Donc, il faut
tenter de réformer l'Europe. Mais pourquoi réformer de quelle façon? Ma vision à moi, alors l'Alliance royale, malheureusement, mais le Rassemblement national non plus, n'est pas forcément clair là-dessus. Donc ma vision à moi, c'est que, alors, tout ce qui est dit réellement, c'est, on parle d'Europe des nations. L'Europe des nations, ça veut dire quoi? Franchement, même moi, je vois pas trop ce que ça veut dire. Moi personnellement, je suis plus favorable à une autre idée, une idée qui était à un moment donné exprimée par Valéry Giscard d'Estaing il y a quelques années encore. Pas il y a 40 ans quand il était président, hein. Il y a quelques années, il y a moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans. 10 ans max. Voilà, pour dire les choses. Donc Valéry Giscard d'Estaing a émis l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses. Et ça me semble être assez raisonnable de vouloir cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on prend l'Union européenne, telle qu'elle est constituée, on la divise en plusieurs zones, des zones qui seraient qui dépendraient en fait des situations socio-économiques des pays. Je sais pas, j'imagine la Scandinavie avec l'Allemagne, enfin la France peut-être, éventuellement le Benelux en tout cas, clairement qui pourrait en faire partie. Je sais pas, des pays d'Europe du Sud comme la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, Italie, Grèce. Après voilà, non mais j'ai dit pour exemple, hein. Ça c'est un exemple, ça veut pas dire que ce sera forcément comme ça. Mais ça c'est quelque chose. L'idée en fait c'est pas voilà, ça je donne des exemples, mais l'idée c'est voilà, des zones au sein de l'Union européenne, des zones qui regroupent plusieurs pays. On aurait plusieurs zones. Et chaque zone en fait ce serait en fait comme enfin de toute façon, là dans l'Union européenne en fait on a une zone principale et après ceux qui en font pas partie. Et cette zone-là, c'est la zone euro. On a la zone euro, donc de tous ces pays qui ont adopté la monnaie européenne, donc l'euro, la monnaie que l'on a nous actuellement. Et il y a tous les pays qui n'ont pas adopté l'euro, mais qui ne font pas partie d'un groupe précis, d'un autre groupe, d'un quelconque autre groupe. Et en fait, quand on voit le fonctionnement en fait de cette zone euro, c'est déjà la zone euro, donc elle permet une sorte de gouvernement de tous ces pays-là, mais c'est un gouvernement économique, un gouvernement qui gère à la base donc la monnaie européenne, mais au-delà forcément du coup de la gestion de la monnaie, a aussi des répercussions sur et un droit de regard sur les politiques financières et les politiques économiques de chaque pays. Donc quand je dis politique financière, c'est politique budgétaire, hein. C'est la même chose, hein. C'est les mêmes c'est des termes synonymes, hein. Et donc quand on touche au budget, c'est voilà, c'est au final quelle politique chaque pays va adopter chez lui sur son propre territoire. Le souci de cette zone euro, c'est qu'elle réunit des pays, c'est que la zone euro elle est tout aussi équilibrée, presque, que l'Union européenne elle-même. Elle réunit des pays déjà comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, le Luxembourg, si je me trompe pas, peut-être l'Irlande également, mais je crois bien que l'Irlande aussi, et des pays comme la Grèce, par exemple. Mais rien que en citant la Grèce, il suffit d'avoir connaissance il y a quelques années
les difficultés que la Grèce, les difficultés budgétaires que la Grèce a connues pour notamment se financer auprès des marchés financiers pour pouvoir ne serait-ce que payer les fonctionnaires. Quand on voit que dans une zone, il y a déjà rien qu'un pays qui a eu de telles difficultés, qui a connu de telles difficultés, et des pays où ça va, l'Allemagne par exemple, ça va super bien. Globalement, ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Ils sont bon. Tout est relatif bien sûr, mais ils allaient très bien. Là, il y a un petit coup de moins bien, mais bon, pas non plus catastrophique, rien de là. Mais globalement, l'Allemagne, ça va bien. Pays-Bas, ça va bien. Enfin, on n'entend pas parler des Pays-Bas, mais je suppose que ça va bien, les Pays-Bas. Ils n'ont pas de soucis. En plus, les Pays-Bas, si on reprend là encore l'idée du pays, enfin, le PIB par habitant, il y a un déséquilibre clair entre les Pays-Bas et la Grèce. C'est énorme, ce déséquilibre. Donc pareil, on se retrouve avec la même problématique que pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc après, on peut débattre sur l'euro. Donc après, voilà, ça peut être un débat sur l'euro. Ça peut être d'ailleurs une des raisons, ça peut être une raison pour effectivement abandonner l'euro et je sais pas, revenir au franc, mais après ça c'est un autre débat. Mais clairement, ce qui est intéressant donc dans cet exemple de la zone euro, c'est qu'il y a une sorte de quand même de gouvernance, une sorte de gouvernance de la zone euro, de cette zone où tout doit aller dans le même sens. Et donc c'est cette idée-là qu'on doit reprendre, mais dans des zones qui sont plus équilibrées, donc et donc on aurait donc au sein de l'Union européenne plusieurs zones qui seraient des zones équilibrées socio-économiquement, et au sein desquelles il y aurait donc des gouvernances communes, pas une gouvernance unique, mais une gouvernance commune de chaque pays membre de ces zones-là, pour avancer dans un sens. Et donc, comme il y a plusieurs zones, les objectifs seraient différents dans chaque zone. Mais l'objectif final de l'ensemble de ces zones, c'est de tendre vers un rééquilibrage économique, mais vers le haut. Et un rééquilibrage économique progressif. C'est ça l'idée. Ça, c'est ma réflexion personnelle. Malheureusement, que ce soit de toute façon par rapport à l'Alliance Royale ou Rassemblement National ou d'autres, éventuellement, il n'y a pas réellement de vision là-dessus. On nous parle, donc comme j'ai dit, on nous parle d'une Europe des nations, mais on nous explique pas ce que c'est. Ou alors on nous dit, ou alors quand on nous explique un petit peu, on nous dit, en gros ça reviendrait juste à avoir juste le Conseil européen avec tous ces pays, tous ces chefs d'État et chefs de gouvernement qui se réunissent, éventuellement des ministres, les ministres d'un même portefeuille, par exemple, je sais pas, tous les ministres de l'Intérieur, par exemple, qui se réunissent, tous les ministres de la Défense, tous les ministres des Affaires étrangères, voilà, qui se réunissent voilà, pour chaque thématique, et qui prendraient qui s'entendraient pour se dire l'objectif c'est ça, et faut qu'on aille tous vers qu'on tende tous vers cet objectif, mais que chacun se donne ses moyens pour aller vers cet objectif. Je sais pas, par exemple, des objectifs qui dépassent juste la sphère nationale. Par exemple, entre autres,
objectifs en termes environnementaux, en termes de réduction de la pollution. Ça, c'est des objectifs qui concernent tout le monde, pas seulement l'Union européenne d'ailleurs, mais tout le monde dans le monde. Et mais entre autres, dans l'Union européenne, effectivement, c'est un sujet sur lequel, au sein d'une Europe des nations, c'est un sujet qui serait qui peut clairement faire consensus, de dire il faut se fixer des objectifs, chacun se fixe ses objectifs en fonction de sa situation, la situation propre à son pays, mais l'objectif, voilà, c'est réduction de la pollution, réduction, je sais pas, enfin bref, protection de l'environnement, enfin, bref, peu importe. Mais enfin, l'idée, c'est que tous ces pays-là aient un même objectif global de réduction des déchets, d'augmentation du recyclage, d'augmentation des déchets recyclés et des produits éventuellement aussi conçus à partir de déchets recyclés. Voilà, c'est une idée. Voilà, c'est là dans ce qui est environnemental, donc écologique. Bon, voilà, ça pourrait être d'autres choses, mais entre autres c'est ça. Ça pourrait être, je sais pas quoi, la défense, la politique étrangère, les investissements dans le monde, voilà, pour que d'autres pays du monde, notamment en Afrique, entre autres, parce que l'Afrique est un pays que l'on doit aussi aider pour chacun des pays africains puisse également aussi s'élever. Voilà. C'est au bénéfice de tout le monde. Autant eux que nous, parce que notamment pour répondre aux questions d'immigration. Donc clairement, question migratoire, ça passe aussi par là. Voilà. Bon, en gros, voilà, pour expliquer donc l'histoire. Mais enfin, la difficulté, c'est que au final, une Europe des nations, soit on dit clairement que tel pays, il y aurait un nombre de pays qui seraient obligatoirement membres de cette Europe des nations, soit ce serait ce qui serait plus logique d'ailleurs, ce serait éventuellement logique, soit on se dit c'est au bon vouloir, en fait, comme le G7, le G20, enfin il y a tous ces G là, tous ces réunions de pays de grande puissance, tous ces pays là, toutes ces réunions là, c'est au bon vouloir de chaque pays d'y assister ou pas. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des G20, avec des G7, des G9, des G5, ou je ne sais quoi d'autre. Et donc il peut pas y avoir, quand c'est comme ça, on voit bien chacune de ces réunions. Au final, elles servent à quoi? Pas grand chose au final. On n'en retient pas, à chaque fois on en retient pas grand chose. Donc si on a une Europe des nations où c'est pour vouloir de chaque pays européen, rien ne va avancer, rien ne va bouger, clairement. Donc soit il faut une Europe des nations avec la participation obligatoire de tous les pays, par exemple tous les pays membres de l'actuelle Union européenne, où là il y aurait plus de Parlement européen, mais c'est juste le Conseil européen, il y aurait que le Conseil européen, il y aurait plus de Parlement européen ni de Commission européenne. Voilà. Et donc après c'est adaptation dans chaque pays, les administrations, donc il n'y a plus d'administration européenne. Voilà. Soit on fait l'idée que j'avance moi, qui est alors après c'est toute une réforme de l'administration européenne, bien sûr, mais on a une Union européenne qui serait divisée en zones, et ces zones seraient
réunirait un certain nombre de pays, et donc on aurait des zones équilibrées socio-économiquement pour l'idée, un rééquilibrage vers le haut, sans que les pays les plus riches se limitent. Il faut que eux-mêmes aussi, il faut que tous puissent continuer à avancer, quitte à ce que l'objectif des pays les plus pauvres de l'Union européenne ait un objectif qui soit toujours un peu plus haut. Oui, mais bon, l'idée c'est que tout le monde puisse augmenter, puisse continuer à augmenter, normalement, avoir une vie économique normale et qui soit au bénéfice de tous. Voilà, c'est ça l'idée. Après, voilà, ça c'est l'idée générale. Je pense que c'est vers ça qu'il faut, enfin je pense personnellement, parce que l'Alliance royale est plus sur l'idée d'une Europe des nations, mais au final je pense que on peut s'y retrouver quand même là-dedans. Après dans le détail, après c'est toujours à voir, mais moi je pense qu'il faut aller vers ça, parce que l'Union européenne actuelle, déjà d'une, l'Europe actuelle, elle peut pas fonctionner correctement, elle est mal vue par ses propres habitants, au moins en France, mais pas seulement en France. Je pense qu'il suffit de voir les résultats des différentes élections européennes dans tous les pays membres de l'Union européenne pour se rendre compte que clairement quelque chose qui va pas. Et puis question aussi de la construction européenne à marche forcée qui clairement sera au bénéfice de personne. Pour moi, enfin c'est ma vision. Alors j'espère me tromper, mais alors royalement, pour dire. pour dire. Mais voilà, clairement c'est une crainte, et je pense que faut voir les choses autrement. Voilà. Et je pense que la vision que j'ai, alors je parle maintenant après les élections européennes, j'aurais pu parler avant, pendant la campagne, mais bon, voilà quoi. Après tout, ce que je dis là vaudra pour les prochaines élections européennes. Ce que je dis là vaudra pour les prochaines élections législatives également, qui seront plus proches, éventuellement pour les prochaines élections présidentielles aussi, qui auront lieu juste avant les législatives, et auxquelles j'espère que nous aurons un candidat, une candidate. Et donc voilà, j'espère que tout ceci, voilà. L'important c'est que c'est une vidéo qui de toute façon sera sur ma chaîne et sera toujours sur ma chaîne, et à un moment donné, et donc ça pourra servir à tout moment, pour une quelconque échéance électorale. Et donc voilà, je voulais présenter ma vision de l'Europe au lendemain surlendemain des élections européennes 2019. Je ne voulais pas commenter les résultats des élections, parce que pour moi ça n'a guère d'intérêt, si ce n'est que de dire le Rassemblement national en tête, et puis République en marche deuxième, avec un écart de moins de 1 point. La victoire des écolos, bref, après il suffit de suivre les actualités, de voir comment ça se passe chez les républicains, et le plus important, les résultats sont peut-être ceux qui sont en France, mais la France au sein du Parlement européen, et aussi avoir conscience quand même du poids du Parlement européen, de son pouvoir. Au final, on va voir clairement que l'Union européenne ne fera pas grand chose. Le Parlement européen n'a pas de poids, donc qu'on ait
élus en tête, nous, qu'on ait 23 députés du Rassemblement National, changera pas grand chose, si ce n'est que ça permet de déséquilibrer un petit peu, ça permet qu'il n'y ait pas un autre fonctionnement en tout cas au sein du Parlement européen que ce qu'il y avait jusque là, où là il y avait des ententes faciles. Là maintenant à falloir négocier un peu plus. Mais la démocratie c'est ça aussi. Voilà. Faut discuter même avec ceux avec qui on n'a pas envie de discuter, mais bon, faut discuter avec. C'est comme ça. Il n'y a pas de majorité claire comme nous on a actuellement en France, ce qui est très dommageable également, parce qu'on a une vision et une seule qui domine sur les autres et qui écrase les autres, alors que les autres, faut les écouter. Et c'est ça la démocratie aussi. C'est ça qui est important. Il faut savoir s'écouter entre partis politiques, entre des visions différentes, des opinions différentes. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir aussi écouter le peuple. Et ça va être l'objet d'une prochaine vidéo de ma part plus politique, toujours politique comme ça. C'est de revenir encore sur le projet de l'Alliance Royale, projet institutionnel notamment, de vous expliquer aussi ma vision, au-delà de projet de l'Alliance Royale, c'est aussi ma vision à moi, que j'exprime, qui peut diverger, comme là c'est un peu le cas ici par rapport à l'Europe. Donc voilà. Je suis là pour ça, entre autres, exprimer mes opinions librement, assumer à la face du monde, enfin à la face de celles et ceux qui viennent voir mes vidéos, et tant pis si ça déplaît à certains. Car moi j'assume avoir des idées différentes, mais j'assume également avoir une réflexion qui me semble plus réfléchie que d'autres. C'est l'idée même d'une réflexion d'être réfléchi. Mais là, en l'occurrence par rapport à tout ce qui nous est proposé actuellement, je pense que mes idées sont plus réalistes. Et encore une fois, je peux me tromper. Alors par contre, je vais vous demander une seule chose à cette vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, des commentaires haineux, ça ne servira à rien. Ils seront effacés de toute façon. Voilà. Mais s'il y a il peut y avoir des débats, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Mais il faut discuter respectueusement, s'écouter, se lire en l'occurrence, plus que s'écouter, se lire et respecter les opinions différentes. Personnellement, je respecte les opinions différentes. J'exprime juste ma pensée, voilà, par rapport à ces opinions, que ce soit la République en marche, ou même l'idée d'Europe des nations. Voilà, moi j'exprime respectueusement envers tous ces gens qui pensent différemment de moi. J'exprime donc mon opinion, donc de façon respectueuse, mais de façon aussi assumée et en étant convaincu par ce que je dis. J'espère que j'exprime correctement les choses. J'ai pas de logiciel moi pour faire des montages vidéo, pour montrer des cartes ou ceci cela. Voilà. J'espère qu'un jour je pourrai en arriver là, avoir ce qu'il faut pour ça. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc moi ce que je demande c'est juste d'être respectueuse de mes idées politiques, mais aussi de chacun et chacune d'entre vous, entre vous. Si vous mettez des commentaires entre vous, de discuter de façon respectueuse entre vous. Pour moi, le respect, c'est la base de tout. Moi, je respecte tout le monde.
À partir de là, si chacun est respectueux les uns envers les autres, je pense que le débat ne peut qu'être plus profitable à tous. Parce que si on arrive à s'insulter, déjà d'une, ça ne fera rien avancer. Et puis, c'est pas une façon de faire. S'insulter, non mais ça rime à rien. Ça ne rime à rien. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire donc sur ce sujet des élections européennes, donc des européennes, de l'Union européenne, de la construction européenne. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo, prochaine fois. Je ne sais pas quand. Tout dépend. J'ai plein d'occupations aussi de mon côté en dehors de YouTube. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.